Waouh! Un gigantesque nuage orageux se dirige vers toi. Il est complètement noir et contraste fortement avec le ciel bleu vif qui se trouve juste au-dessus et derrière toi. Tu vois un éclair aveuglant et quelques secondes après, tu entends le bruit assourdissant d'un coup de tonnerre. Et puis, la pluie commence à tomber du ciel. Le vent se lève, tu vois les cimes des arbres ployer vers le sol et l'orage se rapprocher à grande vitesse. Tu te figes sur place, réalisant que tu ne pourras pas y échapper. Mais quand le rideau de pluie arrive presque jusqu'à toi, son mouvement s'arrête soudainement. Quelques mètres devant toi, il y a un véritable déluge, mais là où tu te trouves, il fait sec et même ensoleillé. Et peu de temps après, le nuage d'orage en furie déverse ses dernières gouttes et se dissipe. Voir la limite de la pluie est une chose rare, mais pas impossible. La pluie doit être vraiment puissante pour que le vent ne puisse pas faire dévier les gouttes de leur trajectoire verticale. Si la pluie est légère, tu ne pourras voir ses bords que de loin. Elle ressemblera à un rideau gris ondoyant qui va du ciel au sol. Maintenant, la pluie est passée, mais le vent souffle toujours et de plus en plus fort. Tu vois des feuilles qui virevoltent et tu te rends compte qu'une tornade est sur le point de se former. Tu cours aussi vite et aussi loin que tu peux. Tu montes en haut d'une colline, puis tu t'arrêtes et tu fais demi-tour. Pas encore de tornade, mais le nuage qui est suspendu là-haut a l'air menaçant. Un autre éclair et un craquement. La foudre a frappé un arbre isolé près de l'endroit où tu étais il y a un instant. Il a pris feu et une colonne de flammes s'élève vers le ciel. Toujours pas de pluie et la colonne devient de plus en plus grande. Tu as déjà entendu parler d'une telle chose, mais tu ne l'as jamais vue. Une tornade de feu. Ce phénomène se produit lorsque le vent est pris dans un tourbillon proche du sol à cause de la différence de pression atmosphérique. De telles mini-tornades sont généralement faciles à remarquer, les petits débris, la poussière, le sable et les feuilles s'élèvent dans l'air et commencent à voler en cercle rapide. Mais s'il y a une source de feu à proximité, l'entonnoir peut l'attraper et le faire souffler plus fort. Les flammes vont alors tourner en rond, s'élevant de plus en plus haut et finissant par créer un tourbillon flamboyant. Heureusement, les tornades de feu sont de courte durée et ne causent généralement pas beaucoup de dégâts. Et comme si cela ne suffisait pas, tu sens un grondement venant d'en bas. Non, ce n'est pas ton ventre, il est grave et de mauvais augure. Tu lèves les yeux et tu vois des lumières étranges suspendues au-dessus du sol. Elles ressemblent à des boules de lumière chatoyantes qui planent dans le ciel. Ta gorge s'assèche et tu avales difficilement ta salive. C'est ce qu'on appelle les lumières sismiques. Ce phénomène est mal compris, mais des témoins affirment l'avoir vu sous différentes formes et tailles. Il peut s'agir de boules de lumière, d'éclairs en forme de feuilles, de serpentins ou de lueurs constantes dans le ciel. Peu de temps après, un fort tremblement de terre s'ensuit. Les scientifiques ne parviennent pas à expliquer pourquoi ces lumières apparaissent, et ce n'est d'ailleurs pas toujours le cas. Certains croient qu'il s'agit d'une réaction des gaz souterrains libérés dans l'atmosphère. Cette fois, un tremblement de terre survient bel et bien, mais tu as de la chance, il n'est pas aussi fort que tu le pensais. Le sol tremble, mais tu arrives même à garder ton équilibre. Il s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé et tu rentres chez toi. Plus tard, dans la nuit, tu regardes par la fenêtre et tu vois quelque chose d'incroyable, un arc-en-ciel. Mais il fait déjà nuit et la lune brille dans le ciel clair. Alors ce doit être un arc-en-ciel lunaire. Cet événement se produit extrêmement rarement. Il est semblable en tout point à un arc-en-ciel ordinaire, sauf qu'il apparaît par une nuit claire après une averse. Heureux d'avoir pu assister à ce spectacle, tu t'endors sereinement. Le lendemain matin, tu regardes à nouveau par la fenêtre et soudain, le soleil est presque masqué et il semble faire à nouveau nuit. Tu entends au loin un bruissement et une sorte de croassement. Perplexe, tu lèves la tête et tu n'en crois pas tes yeux. Il y a des milliers et des milliers d'oiseaux dans le ciel, tellement qu'ils bloquent toute la lumière du soleil. C'est ce qu'on appelle sortsol ou soleil noir en danois, très approprié. Normalement, cela n'arrive qu'au Danemark, d'où le nom, où de nombreux étourneaux migrateurs s'envolent en même temps pour chercher un endroit où passer l'hiver. Ils sont si nombreux qu'ils obscurcissent littéralement le ciel pendant quelques instants. Alors que font-ils là où tu te trouves? C'est une bonne question. Tu es maintenant téléporté comme par magie en Antarctique. Nous sommes dans un univers imaginaire, donc tout peut arriver. Bien sûr, tu portes des vêtements chauds et confortables. Tu regardes autour de toi avec perplexité et tu te rends compte que tu as été transporté sur les pentes du mont Erebus, l'un des nombreux volcans du continent glacé.
En ce moment, il bout lentement, du gaz s'échappe de son sommet et des fissures sur ses flancs. Mais ce qui attire ton attention, ce sont les piliers enneigés qui t'entourent. On les appelle des cheminées de neige. Elles se forment à cause du magma bouillant qui se trouve en dessous. De temps en temps, ils rejettent des gaz chauds vers la surface, mais le froid extérieur arrête la substance chaude. Il en résulte la formation de fumerolles. Le gaz chaud gèle dès qu'il touche l'air, créant ainsi ces statues de glace particulières. Elles laissent échapper de minces cordons de fumée, presque en permanence, et se développent lorsque le gaz essaie de s'échapper des profondeurs. Bon, ça suffit avec le froid glacial et les volcans. Il est temps d'aller vers des climats plus doux. Et hop, tu te retrouves à Los Angeles. Lève les yeux. Juste au-dessus de toi, il y a une belle cascade de nuages en forme d'arc-en-ciel. On appelle cela un arc-en-ciel de feu ou arc circumhorizontal. Encore une fois, c'est une chose rare, mais ici à Los Angeles, c'est beaucoup plus probable que, disons, à Londres. Les arcs-en-ciel de feu n'apparaissent que lorsque certaines conditions sont réunies. Proche de l'équateur, par temps clair, avec des nuages en forme de plumes dans le ciel, et lorsque le soleil est à plus de 58 degrés au-dessus de l'horizon. Ces nuages sont faits de cristaux de glace, et quand les rayons du soleil les traversent, les particules réfractent la lumière et créent un magnifique arc-en-ciel. Hop, téléportons-nous vers un nouvel endroit. Cette fois, tu te retrouves en Indonésie, surplombant un autre volcan. Il s'appelle le Kawah Ijen, et c'est la plus belle montagne de feu au monde. Tu la vois entrer lentement en éruption, mais la lave qui s'écoule paresseusement de sa gueule n'est pas rouge, elle est bleue. À l'intérieur du Kawah Ijen, il y a beaucoup plus de gaz sulfurique que dans n'importe quel autre volcan. Quand la montagne entre en éruption, le gaz s'échappe sous une pression extrême. Dès qu'il atteint l'air libre, il déclenche une réaction chimique qui rend le feu bleu. Tu as déjà vu une cuisinière à gaz qui brûle? Le principe de base est globalement le même. Et hop, tu es de nouveau dans le froid glacial, de l'Arctique cette fois. Mais dès que tu vois l'océan gelé, tu oublies le froid. Des fleurs de givre fleurissent à sa surface. De merveilleux cristaux de glace fragiles semblent pousser de la fine couche de la mer gelée. De telles fleurs n'apparaissent que près des rives ou sur les lacs, lorsque la différence de température entre la surface et le rivage est importante. Il faut au moins 15 degrés Celsius de plus. Lorsque la glace plus chaude à la surface rencontre l'air plus froid au-dessus, de la vapeur d'eau apparaît et gèle rapidement. Cela crée des structures fragiles mais magnifiques à la surface qui peuvent même grandir avec le temps. Ta prochaine destination n'est pas beaucoup plus chaude, toujours le cercle arctique, mais la Sibérie maintenant. Bizarrement, au début, tu ne vois rien d'autre qu'une vallée verte sans fin et une petite colline à proximité. Mais ensuite, tu remarques que le sol tremble. Encore un tremblement de terre? Non, tu vois la colline trembler comme si elle allait éclater. Et puis, elle éclate vraiment. Un puissant boom te perce les tympans et te rend sourd pendant quelques secondes. Et tu vois d'énormes rochers qui volent dans toutes les directions comme des météorites. Quand tu regardes à nouveau le sol, il n'y a plus de colline devant toi. À la place, il y a un énorme cratère large et profond. Tu viens d'être le témoin d'une explosion du permafrost, un phénomène nouveau et mal connu. La théorie principale est que de petits monticules se forment parfois dans les plaines gelées de Sibérie, poussés vers le haut par l'expansion du gaz naturel caché en dessous. À un moment donné, ce gaz peut exploser, entraînant un puissant éclatement, et le monticule éclate comme une bulle. Attention, un rocher vole droit vers toi. Ouf, tu as été téléporté juste à temps. Et tu es de retour à la maison. L'orage est passé et waouh, c'est quoi ces nuages? Ils ont l'air extrêmement sinistres. Ne t'inquiète pas, on les appelle des mammatus et ils sont sans danger. Ils ont tendance à apparaître avant ou après une forte tempête ou un ouragan. Normalement, les nuages se forment à cause de l'air chaud qui monte, mais ceux-ci se forment à cause de l'air froid qui descend. Cela crée des poches faites de glace et d'eau qui descendent en lobes distincts. Mais ils ne tiennent pas trop longtemps, 15 minutes au maximum, et puis ils disparaissent. Tu admires la vue, tu secoues la tête et tu rentres chez toi. Un peu trop d'émotion pour une seule journée. L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet.
Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte. Leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algues peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires. Et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier.
Cela se produit lorsque deux systèmes de vagues se propageant dans deux directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques, un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. Que c'est beau! Tu te promènes avec ton ami et tu regardes le ciel. Le soleil semble un peu différent aujourd'hui, comme s'il avait une sorte d'anneau autour de lui, un peu comme un arc-en-ciel. Hé, regarde ça! Ton ami lève la tête de son téléphone. Tu ne devrais pas regarder directement le... Arrête tout, dit-il brusquement. C'est un halo solaire. Il faut trouver un abri tout de suite, à moins que tu aies le plus grand parapluie du monde sur toi. Un halo solaire est un signe de la nature indiquant qu'une tempête de neige ou de pluie se prépare. Il est causé par les nuages qui sont constitués de milliards de petits cristaux de glace flottant à 6000 mètres d'altitude. La lumière du soleil passe à travers ces cristaux, de sorte qu'elle se divise et se réfracte, comme dans le cas d'un arc-en-ciel. Ne regarde pas directement le halo solaire, c'est certes très tentant car ce n'est pas un phénomène que tu peux observer tous les jours, et en plus c'est vraiment beau, mais les ultraviolets peuvent brûler les tissus exposés de ta rétine et causer de graves lésions oculaires. Donc, ça n'en vaut pas la peine. Si tu as des lunettes de soleil, ça ne devrait pas poser de problème. Ce phénomène dure environ 40 minutes. Ces nuages sont les mêmes que ceux qui peuvent parfois causer l'apparition d'un anneau autour de la Lune la nuit. En réalité, la nature envoie des signes précurseurs de catastrophes de nombreuses façons différentes. Des arbres en forme de J peuvent signifier qu'un glissement de terrain se prépare. Comme le sol bouge lentement, les arbres prennent cette forme très photogénique. Essaie de trouver une zone plate et évite de t'approcher des arbres, sauf si tu as une force surhumaine. Tu es en train de faire une belle promenade sur la plage, du sable, du soleil, pas un nuage dans le ciel. Puis, d'un coup, tu vois l'eau s'éloigner du rivage. Soudain, tu peux même voir des morceaux de corail, de petits poissons et d'autres petits animaux marins.
C'est un signe qu'il faut t'éloigner au plus vite du rivage. Il pourrait y avoir un tsunami en préparation. Un tel phénomène se produit lorsqu'un tremblement de terre se produit sous l'eau et il peut déferler sur la côte à 800 km/h. Il se produit surtout dans l'océan Pacifique, mais pourquoi prendre le risque? Si tu vois un chenal d'eau agité près de la côte, reste à l'écart. Il pourrait y avoir un courant de retour sous la surface qui peut être extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière bizarre, ce qui forme des courants de retour. Tu verras peut-être un vide étrange dans les vagues où tu remarqueras des morceaux d'algues allant dans toutes les directions. Si jamais tu te retrouves pris dans un courant de retour, essaie de rester à flot et ne gaspille pas ton énergie à nager à contre-courant. Crie à l'aide et essaie de nager parallèlement à la plage. Une fois que tu es sorti du canal, nage en diagonale vers le rivage. Si tu te retrouves dans l'océan et que tu vois un groupe de requins en train de nager, ne panique pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne viennent pas forcément te croquer. La mauvaise nouvelle, les requins essaient peut-être d'échapper à une énorme tempête tropicale ou même à un ouragan. Les requins peuvent sentir ces choses, alors quand la nature se met en colère, ils se regroupent et nagent profondément sous la surface pour se mettre en sécurité. Tu ne devrais probablement pas les suivre. Pourtant, la règle d'or depuis les temps anciens est « suis les animaux ». Les insectes, les rats et les serpents quittent leur terrier quelques jours avant les très gros tremblements de terre. Les scientifiques ne parviennent pas vraiment à expliquer comment ils savent ce qui va se passer. Il semble que les animaux puissent sentir les tremblements de terre en avance, peut-être parce qu'ils peuvent ressentir ces petites ondes de choc initiales que nous ne remarquons même pas. Et si tu vois des animaux courir vers toi, cela pourrait signifier que tu es sur le point d'être dévoré, ou bien qu'il y a un feu de forêt derrière eux. Les amphibiens, comme les grenouilles, les crapauds et les salamandres, essaient de se protéger en s'enfouissant dans le sol. Les autres courent tout simplement. Avant de commencer à courir à leur côté, vérifie si tu vois de la fumée. Tu ne voudrais pas faire un sprint pour rien. Il n'y a pas que les animaux. Tu peux aussi repérer d'autres signes avant-coureurs d'une catastrophe imminente. Par exemple, si tu remarques que tes cheveux se mettent soudainement à se dresser sur ta tête et que tes bijoux commencent à bourdonner, mets-toi tout de suite à l'abri. La foudre est peut-être sur le point de frapper quelque part à proximité. Si tu es dehors et que tu ne peux pas te réfugier à l'intérieur, assure-toi de ne pas faire les erreurs suivantes. Te tenir près de structures hautes, t'allonger à plat sur le sol, rester près d'une étendue d'eau, t'abriter sous un arbre isolé, rester dans un espace ouvert. Et n'est pas l'idée, certes saugrenue, de monter en haut de l'Empire State Building. Ce bâtiment est foudroyé des centaines de fois par an. Tu aimes le ski? C'est une activité très amusante jusqu'à ce que tu ne vois plus que du blanc. Les avalanches peuvent se déplacer jusqu'à 130 km/h, alors fais attention aux signes avant-coureurs. Est-ce que tu sens un creux quand tu te déplaces sur la neige? Y a-t-il des fissures autour de tes pieds? Peux-tu voir une énorme avalanche arriver? C'est le moment de partir. Parfois, un orage mélange sa lumière bleue avec la lumière rouge du soleil et tu obtiens un vert assez impressionnant. Profites-en à une distance sûre, de préférence à l'intérieur. Ce nuage orageux qui s'étire très haut dans le ciel signifie généralement que tu es sur le point de te faire marteler par la grêle ou pire, qu'une tornade se prépare. Trouve un abri quelque part comme un parking souterrain ou une cave. Ok, nous savons que les volcans peuvent être dangereux, mais qu'en est-il des lacs à proximité? Ne sont-ils pas dangereux aussi? Les lacs qui se trouvent près de quelque chose de très chaud qui ne refroidit jamais, comme les volcans, sont comme des canettes de soda secouées sauvagement, attendant juste d'éclater. Le magma qui se trouve sous terre pousse en fait le dioxyde de carbone au fond du lac, et ce gaz reste là à attendre. Ensuite, même quelque chose de banal comme la pluie peut perturber un peu trop le lac et bam ou boum, tu vois le tableau. Plongée, natation, snorkeling, la mer peut être fascinante, mais elle est assez imprévisible. Lorsque deux courants de vagues se rencontrent, ils peuvent créer une mer croisée. Cela a l'air plutôt joli vu de loin, mais ce peut être vraiment dangereux pour les nageurs, les surfeurs ou même les bateaux. Cela signifie qu'un fort courant se déplace sous la surface. Tu te promènes sur la plage, on dirait que toutes les bonnes histoires commencent comme ça. Et tout à coup, oh, une grotte. Génial, non? Tu devrais probablement y entrer, explorer un peu et non. Si c'est la pleine lune, tu ne pourras peut-être pas ressortir de cette grotte. La pleine lune affecte la marée et la rend plus basse que d'habitude. Cette grotte est peut-être plus accessible, mais au lieu de vivre une aventure passionnante, tu pourrais te retrouver piégé là-dedans, jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors n'oublie pas tes provisions si tu veux vraiment y entrer. Un nuage mural est l'une de ces choses que tu seras à la fois excité et effrayé de voir.
Effrayé parce que tu ne sais pas ce que c'est, excité parce que… Eh bien, combien de fois as-tu vu quelque chose comme ça dans ta vie? Mais quelle que soit ton émotion, dis à tes jambes de commencer à courir. Pendant un orage, ces nuages muraux sont plus bas que tout le reste et peuvent faire jusqu'à 8 km de large. Et ils commencent à tournoyer. Tu sais ce que cela signifie. Nous sommes en 2009, en Italie. Un homme est dans sa cuisine, il voit des lumières vacillantes, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il met sa famille en sécurité. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre frappe toute la région. Sa famille a survécu grâce à sa réaction rapide. Il savait que ces lumières vacillantes étaient le signe d'un tremblement de terre imminent. Les gens voient ces lumières mystérieuses depuis des lustres. Certains pensent même que c'était une sorte de signe venant de l'espace. Les scientifiques ne les prenaient jamais au sérieux, mais après l'invention de la photographie, de plus en plus de preuves de ces étranges lumières sont apparues. Bientôt, ils ont compris le lien. Les lumières apparaissaient et très vite, le tremblement de terre se produisait. Après avoir creusé un peu, ils ont en fait trouvé des traces de ces lumières de tremblement de terre il y a des centaines d'années. Il y avait des flammes bleutées qui sortaient du sol juste avant un tremblement de terre. Retournons sur la plage une dernière fois. Si tu vois que l'océan prend une teinte rouge-brune, ne va pas dans l'eau ou même près de l'eau. Cette marée rouge est causée par des algues toxiques et c'est un phénomène que tu peux trouver partout dans le monde. Ces algues toxiques peuvent être là même si l'océan est d'une couleur normale. Avoir ces algues sur toi peut causer des problèmes de santé, alors si tu as été touché, rince-toi à l'eau douce aussi vite que possible. En 2018, s'est produite la plus grande éruption sous-marine active jamais survenue, du moins de celle que nous ayons pu officiellement enregistrer. Les scientifiques ont suivi les tremblements de terre qui ont frappé une zone dans l'océan Indien occidental au large de Madagascar. Entre 2018 et 2021, plus de 11 000 tremblements de terre ont frappé la petite île de Mayotte entre Madagascar et le Mozambique. Le plus fort d'entre eux avait une magnitude de 5,9. Jusque-là, cette région avait été plutôt paisible. Il n'y avait eu que 2 tremblements de terre enregistrés en 50 ans. En plus des tremblements de terre réguliers, il y avait aussi des grondements sismiques inhabituels comme des tremblements de terre à des fréquences assez basses qui se formaient profondément sous terre. Les gens ne pouvaient pas sentir ces grondements à la surface, mais les chercheurs du monde entier les ont découverts et ont réalisé qu'ils étaient liés à une activité volcanique dont personne n'avait remarqué l'arrivée. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Cette éruption sous-marine a créé un volcan géant de la taille d'un gratte-ciel. Ce nouveau volcan sous-marin s'est avéré mesurer environ 1,5 fois la hauteur du One World Trade Center à New York et presque 10 fois plus que la Statue de la Liberté. La zone où il est apparu avait été explorée en 2014, mais elle était presque plate, paisible et vide à l'époque. Désormais, on y trouve un véritable volcan à près de 2600 mètres sous le niveau de la mer. Le volcan tire son magma d'un réservoir très profond, situé à près de 55 km sous terre. C'est le réservoir de magma volcanique le plus profond que nous connaissions. La Terre a des couches et celle du milieu est assez épaisse. Elle ressemble beaucoup à la garniture de caramel aux cacahuètes que l'on trouve dans de nombreuses barres chocolatées. Des recherches montrent qu'il y a probablement des morceaux de croûte océanique au plus profond du manteau liquide de la Terre. Ils sont coincés là, créant de gros grumeaux dans ce qui était censé être une couche lisse. Notre planète possède une couche extérieure rigide. Elle comprend un manteau supérieur chaud et une croûte fissurée. Le manteau bouge en permanence, ce qui fait bouger la croûte à la surface également. Ainsi, la croûte océanique plonge dans les profondeurs et fait remonter d'énormes panaches de magma vers la surface de la planète. Les scientifiques ont même trouvé un ancien morceau de l'océan Pacifique à des centaines de kilomètres sous la Chine. Ce sont les anciens restes des fonds marins du Pacifique d'il y a longtemps, et ils ont été tirés vers le bas sous la surface de la Terre dans la zone de transition du manteau. Cette dalle rocheuse qui se trouvait au fond de l'océan est composée de la croûte et de quelques parties solides du manteau supérieur. La plupart de l'activité volcanique sur notre planète se produit là où nous ne la voyons pas, sous la surface de l'océan. Environ 70% de toute l'activité volcanique se produit dans les océans et principalement dans la zone du Pacifique Sud, avec plus de 1100 volcans concentrés dans cette zone. Les falaises côtières, les chaînes de montagnes, les sols et les sédiments qui bordent les vallées ne sont qu'une petite partie des roches de notre planète. Les océans cachent bien plus de choses dans les profondeurs de la surface de la Terre. Entre la surface de la Terre et son noyau se trouve le manteau.
C'est une couche épaisse et chaude de roches qui bouge et coule constamment. Quelques centaines de kilomètres plus bas se trouve une zone où les diamants sont créés. Lorsqu'ils se forment, ils passent par des températures et des pressions élevées, puis ils finissent par geler. Ainsi, lorsqu'ils arrivent à la surface, les scientifiques peuvent explorer leur structure, découvrir comment ils se sont formés et mieux comprendre ce qui se passe dans les profondeurs de notre planète. Grâce aux diamants, ils ont notamment découvert que le manteau était très humide et qu'il contenait peut-être beaucoup plus d'eau que tous les océans de la Terre. Notre planète est en train de manger ses propres océans. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent, plongent et passent les unes sous les autres, elles entraînent d'énormes quantités d'eau à l'intérieur de la Terre. L'eau qui se trouve sous la surface de notre planète peut aider à développer le magma et à lubrifier les failles, ce qui rend en fait les tremblements de terre plus probables. L'eau est en fait stockée dans les minéraux. Elle est incorporée à la croûte de la planète lorsque de nouvelles plaques océaniques se forment. Elles subissent un processus de flexion et de fissuration en passant sous d'autres plaques, et d'énormes quantités d'eau s'enfoncent alors dans la croûte et le manteau. Les scientifiques ont fait des recherches sur une zone qui se trouve à 29 km sous la surface. Ils ont réalisé que de telles zones tiraient 3 milliards de téragrammes, ce qui représente 3 milliards de tonnes. Tout océan est comme un nouveau monde. On y trouve des paysages incroyables sous la surface, de magnifiques chutes d'eau, des lacs, des rivières. Il y a d'épaisses couches de sel sous le plancher océanique et les rivières et les lacs se forment parce que l'eau de mer traverse ces couches et les dissout, créant quelque chose qui ressemble à des piscines. Le sel dissous rend l'eau environnante plus dense. Cette eau se dépose alors à cet endroit, ce qui finit par former des rivières ou des lacs sous-marins. Mais il y a aussi des chaînes de montagnes, des tranchées et des canyons. Dans la mer de Bering, on trouve un canyon de plus de 2600 mètres de profondeur. Cela fait paraître le Grand Canyon beaucoup plus petit qu'il ne l'est, puisque le canyon sous-marin est près de 800 mètres plus profond. Les parties profondes de l'océan sont très froides. La température de l'eau peut être d'environ 4 degrés Celsius. Mais au fond, l'eau peut devenir bouillante. Des cheminées hydrothermales se trouvent au fond de la mer. Ce sont des sources chaudes situées sur les bords des plaques tectoniques. L'eau qu'elles libèrent peut atteindre une température de 400 degrés Celsius. Mais la pression à de telles profondeurs est très intense, si intense qu'aucun être humain ne peut la supporter. Pourtant, c'est la pression qui empêche l'eau de bouillir. La profondeur des océans est en moyenne de 3,7 km. Les ondes lumineuses peuvent encore pénétrer à 1000 mètres, même si c'est en très petite quantité, de sorte que tous les mystères cachés en dessous de ce point demeurent dans l'obscurité totale. La partie réellement éclairée de l'océan va jusqu'à 180 mètres. Même si le Soleil nous donne de la lumière, la plupart de notre planète est sombre en permanence. C'est à cause des océans qui couvrent plus de 70% de notre planète. Le son le plus fort provenant d'un océan, et l'un des sons les plus forts jamais enregistrés, provenait d'un tremblement de glace. Il était si fort que les chercheurs l'ont enregistré à l'aide de capteurs situés à plus de 4800 km de distance. L'activité sismique a fait s'effondrer le sol gelé. La calotte glaciaire de l'Antarctique est plus vaste que la partie continentale des États-Unis et du Mexique réunis. Un gros iceberg de l'Antarctique contient plus de 75 milliards de litres d'eau, ce qui pourrait constituer un approvisionnement en eau de 5 ans pour 1 million de personnes. Les humains peuvent généralement boire de la glace de mer, bien que nous ne puissions pas boire d'eau de mer. Au fur et à mesure que le temps passe et que la glace vieillit, la saumure piégée entre les cristaux de glace s'écoule. De cette façon, la glace devient suffisamment douce pour que l'on puisse la boire. Si toutes les calottes glaciaires et tous les glaciers que nous avons sur la Terre fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait de 80 mètres, ce qui est à peine moins que la hauteur de la Statue de la Liberté, ou l'équivalent d'un immeuble de 26 étages. Les palourdes vivent assez longtemps pour nous en apprendre sur le passé des océans. Ces mollusques peuvent vivre plus de 500 ans. Pour connaître l'âge d'un arbre, tu peux utiliser les cernes de son tronc. Et pour connaître l'âge d'un mollusque, tu peux examiner les cernes à l'intérieur de sa coquille. C'est aussi de cette façon que les scientifiques obtiennent des informations sur l'océan, le climat et d'autres éléments. Les mollusques peuvent aider à avoir un aperçu de ce qui s'est passé il y a environ 1000 ans. Aujourd'hui, la Terre n'a pas 4, mais 5 océans. Le nouveau, baptisé Océan Austral, a été officiellement reconnu il y a seulement quelques mois. Il borde des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Si bien que les scientifiques n'ont pas pu se mettre d'accord pour savoir s'il s'agit vraiment d'un nouvel océan ou s'il fait simplement partie des régions plus froides de ces trois-là. Nous ne divisons pas seulement les océans sur des cartes.
Chacun d'entre eux présente des conditions différentes pour des espèces marines uniques. Par exemple, l'océan austral abrite des phoques léopards, des orques, des petits rorquals, des manchots empereurs et d'autres animaux qui vivent dans des mers froides et glacées. On y trouve aussi du krill, de petites créatures qui ressemblent à des crevettes et qui servent de nourriture à de nombreux animaux plus gros qui y vivent. La vie sur notre planète a commencé il y a environ 3,5 milliards d'années. La question de savoir comment et quand exactement elle est apparue reste un mystère. Mais certaines théories affirment que la vie pourrait avoir émergé pour la première fois dans les profondeurs de l'océan. Il y a quelques années, des scientifiques ont découvert des tubes et des filaments microscopiques dans des roches formées il y a environ 4 milliards d'années. Ces roches sont des fragments d'une ancienne croûte océanique. De plus, ces minuscules tubes et filaments sont similaires aux microbes que l'on peut encore trouver sur les cheminées hydrothermales dans les parties profondes de l'océan. L'idée est que ces cellules vivantes ont trouvé les conditions pour rester en vie dans de minuscules pores rocheux à l'intérieur des cheminées de ces évents et ont commencé l'incroyable aventure que fut l'évolution de la vie sur notre planète. Bienvenue chers invités et bienvenue au Simp Aquarium. Ici, vous allez pouvoir admirer les créatures marines et océaniques les plus dangereuses qui soient. Mais ne vous laissez pas induire en erreur par ce que j'ai dit. Il est fort possible que vous croisiez l'une de ces créatures sous-marines lors d'une banale promenade à la plage. Alors, regardez-les attentivement dès maintenant et vous pourriez bien éviter le pire. Est-ce un poisson ou un vieux caillou? Ce que tu observes est communément appelé le poisson-pierre, ou encore cynancée pour les intimes. Si tu aimes la plongée et l'observation des fonds marins, tu en as peut-être déjà croisé un sans même t'en apercevoir. Son apparence fait qu'il est presque impossible de le distinguer de n'importe quelle autre pierre, en raison de sa coloration grise et de son aspect tacheté. Surtout si tes lunettes de plongée sont un peu embuées. Enfin, tu ferais mieux de faire attention car sinon les conséquences pourraient être fâcheuses, puisque les poissons-pierres sont parmi les plus venimeux qui soient. Bien que certains types de poissons-pierres soient connus pour vivre dans les rivières, la plupart d'entre eux résident dans les récifs coralliens près des tropiques des océans Pacifique et Indien. Les épines de leur nageoire dorsale, en forme d'aiguille, se dressent lorsqu'ils se sentent dérangés ou menacés et injectent le poison qu'elles contiennent. La raison la plus courante des piqûres de poissons-pierres est que les nageurs marchent dessus sans s'en rendre compte. Cependant, il n'est pas nécessaire de se trouver dans l'eau pour se faire piquer. Comme ils peuvent survivre hors de l'eau jusqu'à 24 heures, tu devrais aussi faire attention où tu marches quand tu vas à la plage. Les personnes qui se sont faites piquer par des poissons-pierres décrivent cela comme une expérience extrêmement pénible. Ce venin peut entraîner des infections, et dans certains cas, il est connu pour avoir résulté en un état de choc, voire une paralysie. Cela peut sembler surprenant, mais en dépit de sa mauvaise réputation, le poisson-pierre est tout à fait comestible, s'il est préparé correctement. Lorsque le poisson est cuit, son venin se décompose. Et si ses nageoires dorsales, qui sont la principale source de son venin, sont retirées, le poisson-pierre cru peut aussi être servi en sashimi. Cette créature peut sembler sortie d'un film de science-fiction, mais elle est bien réelle. Dis bonjour à la pieuvre à anneaux bleus. Ne te laisse pas abuser par sa petite taille, qui peut aller de 12 à 20 cm en comptant les tentacules. Car ces petites bêtes sont bourrées de venin, capables d'affecter jusqu'à 26 personnes en quelques minutes. Tout comme les poissons-pierres, les pieuvres à anneaux bleus se trouvent dans les océans Pacifique et Indien, du Japon à l'Australie. Elles vivent généralement dans les récifs coralliens et les zones rocheuses du fond des mers. On peut aussi en trouver dans les mares résiduelles, les herbiers marins et les lits d'algues. Les pieuvres à anneaux bleus ne sont pas agressives par nature. Lorsqu'elles ne sont pas en quête de nourriture, comme des crabes et des crevettes, ou à la recherche d'un partenaire, elles se cachent souvent dans les récifs marins, les coquillages ou les crevasses. Ce n'est que si elles sont provoquées, acculées ou saisies à pleine main qu'elles deviennent dangereuses pour l'homme. Lorsqu'elles sont menacées, elles prennent une couleur jaune vif et des anneaux bleus iridescents apparaissent sur tout leur corps, en guise d'avertissement à leurs prédateurs potentiels. Leurs piqûres passent généralement inaperçues, tu ne pourrais donc pas te rendre compte que tu as été piqué avant qu'il ne soit trop tard. Le venin d'une pieuvre à anneaux bleus peut provoquer des vertiges, ainsi qu'une perte d'essence et des capacités motrices, et finalement la paralysie. Alors vaut mieux garder tes mains pour toi et reculer en vitesse si tu en vois une. Non, ce n'est pas un bouquet de fleurs, alors n'essaie pas de cueillir et de sentir une de ces choses rosâtres en forme de cube. Ce qui se trouve devant tes yeux est un animal marin appelé l'oursin fleur. Il a peut-être l'air magnifique, mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Il a été nommé l'oursin le plus dangereux dans le Guinness Book des records en 2014.
Les oursins fleurs habitent les zones tropicales du bassin Indo-Pacifique et vivent généralement dans les récifs coralliens, les rochers, le sable et les herbiers marins à des profondeurs de 0 à 90 mètres. Leur caractéristique la plus remarquable est leur pédicellaire, qui sont des organes défensifs en forme de griffes, que l'on trouve aussi chez les étoiles de mer. Ce qui les différencie de tous les autres oursins est le fait que leurs pédicellaires sont, comme leur nom l'indique, en forme de fleurs, et généralement de couleur blanc rosé à blanc jaunâtre avec un point central violet. Cachés sous ces fleurs, ils disposent également d'épines courtes et émoussées. Bien que de nombreux oursins délivrent leur venin au moyen de ces épines, les oursins fleurs le font au moyen de leurs pédicellaires ou fleurs. Si elles ne sont pas dérangées, les extrémités de ces fleurs présentent généralement une forme élargie en coupe ronde. Leur surface dispose de minuscules capteurs avec lesquels ils peuvent détecter les dangers. Et lorsqu'elles entrent en contact avec de telles menaces, ces fleurs se referment immédiatement et commencent à injecter leur venin. Ce qui est curieux, c'est que les petites griffes de ces fleurs peuvent parfois se détacher de leurs tiges, s'accrocher au point de contact et continuer à injecter du venin pendant des heures à quiconque les a touchées. On dirait une flaque géante de glace à la framboise fondue, non? Tu aimerais bien, sauf que c'est une méduse à crinière de lion, aussi appelée cyanée capillaire. Elles sont connues pour préférer les eaux froides. C'est pourquoi on les trouve principalement dans les océans Arctique, Atlantique Nord et Pacifique Nord. Mais il est également possible de les apercevoir autour des îles britanniques et dans les eaux scandinaves. La méduse à crinière de lion est l'une des plus grandes espèces connues de méduses. Elles doivent leur nom à leurs longs tentacules, semblables à des cheveux, qui peuvent atteindre une longueur de 3 mètres. Et bien que le diamètre moyen de la cloche d'une méduse à crinière de lion soit d'environ 50 cm, elle peut parfois atteindre un diamètre de plus de 2 mètres. La plus grande méduse à crinière de lion jamais observée a été vue en 1865 au large des côtes du Massachusetts. On a mesuré qu'elle avait des tentacules d'environ 36 mètres de long pour un diamètre de plus de 2 mètres. Pour te donner un ordre de grandeur, elle était plus longue qu'une baleine bleue. Les méduses à crinière de lion chassent en étendant leurs tentacules tout autour, créant ainsi un piège pour attraper leur nourriture. Comme elles disposent d'environ 1200 tentacules urticants, il faudrait un poisson extrêmement chanceux pour espérer leur échapper. La piqûre d'une méduse à crinière de lion ne présente généralement pas un danger mortel, mais il faut tout de même éviter de nager à travers ses tentacules, car cela peut s'avérer très douloureux pour les humains. Et si tu en vois une échouer sur la plage, mieux vaut ne pas la toucher, car elle peut te piquer encore longtemps après avoir été rejetée sur le rivage. Fait amusant, la méduse à crinière de lion apparaît dans l'histoire de Sherlock Holmes, la crinière du lion, en tant que suspecte. Mais ne t'inquiète pas, nous ne donnerons aucun spoiler. Le dernier animal marin que tu observes à présent est un serpent de mer. Et oui, ils sont différents des anguilles. Il existe 69 espèces identifiées de serpents de mer. La plupart d'entre eux se trouvent dans les eaux tropicales et subtropicales des océans Indien et Pacifique. Et ils existent depuis des millions d'années. Pour faciliter les choses, les scientifiques ont séparé toutes les différentes espèces de serpents de mer en 2 catégories. Les vrais serpents de mer et les trichots rayés. Alors que les vrais serpents de mer passent presque tout leur temps en mer, les trichots rayés peuvent aussi ramper sur la terre ferme. Si tu vois un serpent sur la plage, tu peux déterminer s'il s'agit d'un serpent de terre ou de mer en regardant sa queue. S'il ressemble à une pagaie, alors c'est un serpent de mer que tu as là. Mais assure-toi de garder tes distances dans les 2 cas. Tous les serpents de mer doivent faire surface régulièrement pour respirer, car ils n'ont pas de branchies. C'est pourquoi tu pourrais en croiser un pendant que tu nages. Si cela arrive, tu ferais mieux de t'éloigner le plus vite possible, car la plupart des serpents de mer ont davantage de venin que le cobra ou le crotale moyen. Cependant, comme ils n'attaquent que s'ils sont provoqués, les morsures sont assez rares. Un autre fait anodin sur les serpents de mer, ce sont les seuls reptiles à donner naissance dans les océans. La majorité des serpents de mer gardent les œufs en eux et donnent naissance à des petits serpents presque déjà formés tout en nageant. Mais ce n'est pas le cas du trichot rayé à lèvres jaunes. Ils se rendent sur la terre ferme pour pondre leurs œufs. Tu te souviens du poisson-pierre au début de notre visite? Ils sont chassés par les serpents de mer. Et oui, c'est ça la chaîne alimentaire. Ah, magnifique! Tu te promènes avec ton ami et tu regardes le ciel. Le soleil semble un peu différent aujourd'hui, comme s'il y avait une sorte d'anneau autour de lui. Regarde ça!
Ton ami lève la tête de son téléphone. « Tu ne devrais pas regarder directement le... Stop !» dit-il soudainement. « C'est un halo. Il faut trouver un abri maintenant, à moins que tu n'aies le plus grand parapluie du monde sur toi. » Un halo solaire est un signe de la nature indiquant qu'une tempête de neige ou de pluie se prépare. Il est causé par les nuages constitués de milliards de petits cristaux de glace. La lumière du soleil traverse ces cristaux, si bien qu'elle se divise et se réfracte, comme lorsqu'il y a un arc-en-ciel. Ne regarde pas directement le halo solaire. C'est tentant car ce n'est pas quelque chose que tu vois tous les jours. Et puis, c'est vraiment beau. Mais les rayons ultraviolets peuvent brûler les tissus exposés de ta rétine et causer de graves dommages à tes yeux. Alors, ça n'en vaut pas la peine. Ou alors, mets des lunettes de soleil. Ce phénomène dure environ 40 minutes. Ces nuages sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui peuvent parfois provoquer un anneau effrayant autour de la Lune la nuit. En juin 2020, les gens ont vu un nuage enclume, une formation orageuse rare dans le ciel. Formé lorsque de forts courants d'air transportent la vapeur d'eau vers le haut, l'air se dilate et s'étale lorsqu'il atteint le bas de la stratosphère. Il pousse le nuage dense en lui donnant cette forme d'enclume et parfois il devient même un champignon. Les nuages en forme d'enclume produisent certains des éclairs les plus dangereux de tous les orages. Ces éclairs semblent sortir comme par magie du ciel bleu alors que l'orage se trouve à plusieurs kilomètres de distance. Ce type d'éclair provient du sommet de l'enclume et peut être 10 fois plus puissant qu'un coup de foudre standard. Les gens ont été tellement effrayés par le nuage géant qu'ils ont pensé que quelque chose de terrible avait dû se produire. Ils ont publié des photos du monstre sur les réseaux sociaux avant que les autorités ne puissent expliquer ce qui se passait. Les experts ont réussi à calmer les craintes de tout le monde en expliquant que ce n'était rien de plus qu'un phénomène naturel, tout impressionnant soit-il. Avant de se dissiper, ces nuages restent généralement dans une même zone, quelle que soit la force du vent. Si tu vas vers la côte ouest de la France, tu trouveras l'île de Ré. Grâce à ses belles eaux bleues, ses plages de sable propre et ses phares étonnants, cet endroit est un lieu de vacances très populaire. Mais ce qui est peut-être le plus étonnant sur l'île de Ré, c'est ce qu'il y a juste au bord du rivage, des vagues carrées. Cet étrange motif de vagues ressemble à un échiquier géant sur l'océan. De nombreux visiteurs de l'île sont captivés par ces vagues et se rendent dans des endroits élevés comme les phares voisins pour prendre des photos de ce phénomène naturel. Ils affirment que lorsqu'on voit ces motifs carrés dans l'eau, c'est presque comme s'il y avait une sorte de grille métallique en dessous. Mais même si ces motifs de vagues sont fascinants, il vaut mieux les admirer de loin et rester hors de l'eau. Pour comprendre comment ces vagues carrées se forment, il est important de savoir comment les vagues se produisent en premier lieu. En général, les vagues peuvent parcourir plusieurs kilomètres à la surface de l'eau en fonction des vents et de la météo. Et même les jours où le temps semble plutôt calme, les tempêtes situées au loin peuvent envoyer des vagues déferlantes qui affectent les eaux calmes du rivage. Lorsque les vagues se déplacent vers les rivages de terre lointaines, on appelle cela la houle, ce qui est différent d'une vague qui se produit à cause d'un vent local. Lorsque deux houles différentes venant de directions différentes se rencontrent, on appelle cela une mer croisée. C'est ce qui génère ces vagues carrées que l'on observe près de l'île de Ré. Bien que ces vagues soient l'une des raisons pour lesquelles les gens affluent sur l'île, ils peuvent tout de même s'attendre à profiter d'eau calme et relaxante la plupart du temps. La mer croisée ne se produit qu'à certaines périodes de l'année, dans des conditions météorologiques spécifiques. De plus, tout le monde sait à Ré qu'il faut éviter l'océan lorsque ces vagues carrées apparaissent, de sorte qu'il n'est pas si fréquent d'entendre parler de victimes qui se sont faites piéger. Et comme beaucoup de gens sur l'île sont des touristes, il y a beaucoup de panneaux pour les avertir de sortir de l'eau pendant cette période. Cependant, tout le monde ne reçoit pas forcément l'information. Il y a eu quelques cas où des personnes ont été prises dans la mer croisée, mais par chance, elles ont réussi à s'en sortir. Ces vagues carrées sont devenues relativement célèbres au fil du temps, étant donné qu'aucun autre endroit au monde ne peut se vanter d'avoir une mer croisée comme celle-ci. En fait, personne n'a jamais repéré de vagues carrées ailleurs qu'au large de l'île de Ré. Pourtant, il existe des houles dans tous les océans du monde, et une mer croisée peut avoir lieu n'importe où. Mais si l'angle avec lequel elles s'approchent l'une de l'autre est plus faible, la vague peut donner l'impression de venir de la même direction, même si ce n'est pas le cas. Sans compter que les houles peuvent perdre lentement leur élan à mesure qu'elles dérivent de plus en plus loin, de sorte que leur crête, ou le sommet de la vague, semble plus ronde et moins définie.
Les régimes de vent et de météo spécifiques de l'île de Ré créent les conditions parfaites pour engendrer une mer croisée que les gens peuvent clairement reconnaître. Nous sommes en 2009, en Italie. Depuis sa cuisine, un homme voit des lumières vacillantes. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Il emmène sa famille dans un endroit sûr. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre frappe la région. Sa famille a survécu grâce à sa réaction rapide. Il savait que ces lumières vacillantes étaient le signe d'un séisme imminent. Les gens voient ces lumières mystérieuses depuis des lustres, et certains pensaient que c'était une sorte de signe venant de l'espace. Les scientifiques ne les prenaient pas au sérieux, mais après l'invention de la photographie, de plus en plus de preuves de ces étranges lumières sont apparues. Bientôt, ils ont compris le lien. Les lumières apparaissent et, très vite, le tremblement de terre frappe. Après avoir un peu creusé, ils ont en fait trouvé des témoignages très anciens de ces lumières de séisme. On raconte que des flammes bleutées sortaient du sol juste avant un tremblement de terre. Les crabes de l'île Christmas participent à un phénomène étonnant une fois par an. Leur période de migration est déterminée par la phase de la Lune et les premières pluies entre octobre et février, bien que la date précise ne puisse pas être prédite. Une fois que les crabes ont reçu le signal, ils quittent leur habitat dans la forêt et migrent en horde massive vers la mer. Se comptant par millions, on peut observer une mer de crabes rouges bloquant les routes alors qu'ils traversent l'île, se frayant un chemin vers l'océan. Là, ils pondent leurs œufs, puis reprennent leur chemin en sens inverse, retournant dans la forêt jusqu'à l'année suivante. Dans l'état indien de Meghalaya, il y a des ponts qui sont entièrement faits de racines d'arbres vivants. Les ponts sont constitués de ces racines épaisses et enchevêtrées qui sont assez solides pour supporter le poids de plus de 50 personnes à la fois. Les tribus Khasi et Jaintia sont passées maîtresses dans l'art de faire pousser ces ponts insensés. Ils en ont besoin pour traverser plus facilement les ruisseaux qui coulent en contrebas. Certains de ces ponts racines ont plus de 180 ans. Pour les fabriquer, les membres des tribus prennent soin des racines jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment longues pour atteindre la rive opposée. Cela peut prendre jusqu'à 10 ou 15 ans pour faire pousser un pont. Au cours du processus, les racines s'entrelacent étroitement les unes avec les autres et c'est comme ça que les ponts deviennent si solides. Et une fois qu'un pont est complètement formé, il peut durer plus de 500 ans. Alors que certaines racines se décomposent, de nouvelles poussent continuellement. C'est pourquoi ces constructions naturelles inhabituelles durent si longtemps. Les colonnes lumineuses sont des faisceaux de lumière colorée qui jaillissent de la Terre vers le ciel ou qui brillent depuis les nuages. Habituellement, ils ne se produisent que par temps froid, car ils se forment lorsque la lumière du soleil se reflète sur des cristaux de glace flottant dans l'air. Plus les cristaux sont hauts dans les airs, plus ces colonnes lumineuses et colorées deviennent grandes. Elles sont plus fréquentes au lever et au coucher du soleil. Dans le monde entier, il y a des grottes cachées qui sont remplies de lumière phosphorescente. Cette lumière provient de centaines de vers luisants qui se sont installés confortablement dans ces grottes. Certaines de ces grottes ont plus de 30 millions d'années et la plupart d'entre elles se trouvent en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les vers eux-mêmes ne brillent pas vraiment, mais les bébés vers, appelés larves, fabriquent des brins de soie faits de mucus. Ces brins forment des filets et ce sont ces filets qui peuvent illuminer toute la grotte. Leur but est d'attirer des mouches et d'autres insectes savoureux dont les vers luisants se régalent. Les arbres arc-en-ciel existent bel et bien. Originaires des Philippines et d'Indonésie, ces merveilles colorées sont appelées eucalyptus arc-en-ciel. Les couleurs sont créées par le contraste de l'ancienne et de la nouvelle écorce. Lorsque les fines couches superficielles de l'écorce s'écaillent, elles révèlent de nouvelles écorces aux couleurs plus vives. L'écorce la plus récente est verte, puis elle passe au violet, puis au rouge et enfin au brun. C'est parce que ces arbres contiennent une substance appelée chlorophylle qui rend l'écorce verte. À mesure que chaque bande d'écorce vieillit, elle perd de la chlorophylle et change lentement de couleur. Certaines nuits, lorsque le ciel est dégagé au-dessus d'un puissant orage, il est possible de voir des elfes, des gnomes, des sylphes ou des geais bleus. Les geais bleus n'ont pas leur place dans cette liste, dis-tu? En fait, je ne suis pas en train de parler de contes de fées, mais de différents types d'éclairs visibles très haut au-dessus des nuages d'orage. Prenons les sylphes rouges. Ces flashs de lumière apparaissent en grappe au-dessus des orages.
Ils sont rares parce qu'ils ne sont causés que par un type spécifique d'éclairs, les éclairs positifs nuage-sol. Une charge positive est transférée d'un nuage d'orage vers le sol lorsque la foudre frappe. Ce type d'éclair ne représente que 10% de toutes les éclairs. Pendant plus d'un siècle, les gens ont cru que ces éclairs n'étaient que légendes urbaines. Il est vrai qu'on les voyait de temps en temps, mais ces éclairs étaient si brefs que même si on avait la chance d'en apercevoir un, il était impossible d'appeler à temps une seconde personne pour qu'elle assiste au phénomène et le confirme. Même lorsque des savants ou des pilotes respectables en parlaient, la communauté scientifique les ignorait. En 1989, une chose étrange s'est produite. Les chercheurs de l'université du Minnesota ont réussi à filmer des sylphes. Et c'est ainsi que tout a commencé. Les gens du monde entier se sont mis à partager des vidéos et des photos de sylphes rouges. Les sylphes rouges peuvent apparaître sous la forme de boules d'une centaine de mètres d'air ionisé. Ces boules descendent d'une hauteur d'environ 80 km à 10% de la vitesse de la lumière. Et les chercheurs ont étudié non seulement les éclairs qui tombent des nuages en furie, mais aussi ces flashs colorés qui montent vers l'espace. Ainsi, l'électricité s'élève jusqu'à l'ionosphère, mais en même temps, elle descend vers la Terre. Les sylphes rouges se présentent sous différentes formes, par exemple sous forme de méduses, pouvant posséder une superficie de 77 km². Il existe des farfadets à carottes et des sylphes colonnes. Ils sont similaires, mais les carottes sont dotées de longues vrilles. La partie inférieure des vrilles est souvent bleue, tandis que leur partie supérieure est rouge. Le 22 août 2022, nous avons pu prendre des photos étonnantes de traînées rouges vifs dans le ciel du désert d'Atacama, au Chili. Elles étaient entourées d'une autre lueur plus importante, de couleur verdâtre, ce qu'on appelle la lumière du ciel nocturne, qu'on distingue assez mal lorsque la pollution lumineuse est importante. Cette pollution est due à la lumière artificielle. Elle nous empêche notamment d'observer les étoiles et d'autres objets que nous pourrions normalement voir dans un ciel dégagé. Cette lueur de l'air est due aux atomes d'azote et d'oxygène présents dans l'atmosphère. La lumière du soleil dégomme leurs électrons pendant la journée. Ils se recombinent ensuite lentement et ce processus les fait briller. Comment peut-on voir un sylphe rouge ? Tout d'abord, il faut trouver un gros orage. Ils sont plus fréquents en été et au printemps, par exemple en juin. Bien sûr, les sylphes peuvent apparaître à tout moment s'il y a de puissants orages, avec des éclairs au niveau du sol. Le ciel doit être dégagé et très sombre, idéalement sans clair de lune. L'orage doit se trouver à une distance comprise entre 160 et 320 km. Ainsi, les nuages n'obstrueront pas le ciel et la visibilité sera meilleure. Dans le scénario idéal, l'orage se déplacera le long d'un horizon lointain, si bien qu'il sera possible de voir au-dessus des nuages. On peut suivre une tempête à l'aide d'un radar météorologique. Tes yeux ont besoin d'un certain temps pour s'adapter à l'obscurité qui t'entoure. Donne-leur un peu de temps, environ 20 à 30 minutes. Garde les yeux au-dessus des nuages et essaye de ne pas les regarder directement. Ignore les éclairs. Un sylphe apparaîtra peut-être une fois tous les 2 cents éclairs. N'espère pas trop capter tout ça avec ton appareil photo. Ce n'est pas facile, mais le spectacle vaudra la peine d'attendre. On appelle ce phénomène, et d'autres similaires, des TLE, l'acronyme anglais de phénomène lumineux transitoire. Les jets bleus méritent également notre attention. Il s'agit de faibles lumières bleues qui s'élèvent très rapidement au-dessus des puissants orages de grêle. Ils sont également très rares, et, dans la plupart des cas, il n'est possible de les voir qu'à bord d'un avion. Et maintenant, parlons un peu de ces créatures de contes de fées. Les elfes, dans le monde des éclairs, sont de brefs disques de lumière que l'on peut voir à environ 100 km d'altitude dans l'atmosphère. Ce n'est qu'un acronyme. Leur nom complet est émission de lumière et perturbation à très basse fréquence dues à des sources d'impulsion électromagnétiques. Oui, nous pouvons continuer à nous servir du mot elfe. Et il y a les trolls. Il s'agit de taches rouges qui apparaissent près du sommet des nuages après l'éclair d'un sylphe rouge très puissant. Les gnomes sont les éclairs les plus petits et les plus rapides.
Ce sont de minuscules pointes de lumière blanche qui jaillissent du sommet d'une grande enclume de nuages d'orage. L'enclume est un nuage allongé que l'on voit au sommet d'un orage. Elle se propage dans le sens du vent en altitude. Les gnomes ne durent qu'une microseconde. Et regarde ça, la foudre en boule se présente sous la forme d'orbes enflammés qui peuvent être aussi grosses qu'une balle de golf et même atteindre la taille d'un gros ballon de plage. Elles peuvent être jaunes, rouges, blanches, oranges, vertes ou violettes. Elles peuvent être visibles pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Au fil des siècles, de nombreuses personnes ont raconté avoir assisté à ce phénomène, voyant parfois même les boules flotter jusque dans leur maison. Mais de tels événements sont vraiment imprévisibles et se produisent rarement. Des scientifiques ont réussi à recréer cette foudre en laboratoire, ou du moins quelque chose de très approchant. Ils se sont rendus compte qu'elle apparaît après qu'un éclair a frappé le sol et résulte de la vaporisation de diverses particules minérales. Voici quelque chose de spectaculaire, la foudre volcanique. Celle-ci naît dans les panaches d'une éruption. Comme lors de tout orage, les éclairs volcaniques se forment lorsque l'électricité statique s'accumule dans l'atmosphère terrestre. Elle est ensuite libérée sous la forme d'éclairs. Les scientifiques ne comprennent pas encore tout le processus, mais ils pensent qu'il est lié à une puissante charge. Par exemple, la charge de glace est à l'origine de la formation des orages. Elle joue également un rôle dans la production des éclairs lors des éruptions volcaniques. Ce phénomène se produit lorsque l'air réchauffé par une éruption s'élève dans le ciel et rencontre de l'air froid. L'eau provenant de l'éruption se transforme en particules de glace et, lorsque ces particules se heurtent les unes aux autres, certains électrons partent dans tous les sens. Les particules de glace qui ont maintenant une charge positive se déplacent plus haut dans le ciel et se rassemblent. Il peut également s'agir d'une charge frictionnelle, un autre événement qui conduit à la foudre volcanique. Le phénomène est similaire à celui de la charge de glace, sauf qu'ici ce sont des cendres et des morceaux de roche qui entrent en collision et créent une charge électrique. Il y a aussi les flashs de rayons gamma terrestres. Il y a plus de 10 ans, des chercheurs ont découvert que les orages pouvaient générer de brèves, mais très fortes salves de rayons gamma, la forme de lumière la plus énergétique. Ces rayons sont si brillants qu'ils peuvent aveugler les capteurs des satellites, même lorsqu'ils se trouvent à des centaines de kilomètres. Ils peuvent également créer de l'antimatière. L'antimatière est un type de matière composée de particules de charge opposées à celles de la matière normale. Imagine que tu aies 2 boîtes remplies de blocs. Certains blocs sont rouges et d'autres sont bleus. Lorsque ces blocs se touchent, ils disparaissent, ou s'annihilent, et se transforment en énergie. C'est ce qui se passe lorsque des particules de matière et d'antimatière se rencontrent. Et ces éclairs pourraient être le résultat des rayons gamma, car ils émettent une lumière qui n'est pas vraiment visible. La foudre ordinaire implique des électrons lents. Dans les flashs de rayons gamma, les électrons sont très énergétiques. Ils s'écrasent sur les molécules d'air et produisent cet étrange phénomène. En 1991, quelque part dans les jungles luxuriantes du centre du Vietnam, un bûcheron local a trouvé un trou mystérieux parmi les feuilles et les buissons. Il y a jeté un œil et a senti un fort vent souffler sur son visage. Puis, il a entendu un son étrange en provenance des profondeurs de la grotte et a réalisé qu'il s'agissait du bruit d'une rivière. Le bûcheron n'a pas examiné la grotte, mais a décidé d'y retourner plus tard avec une lampe de poche et une corde. Mais à son retour, il n'a pas retrouvé la grotte. Il a passé plusieurs années à la chercher. Enfin, dans les années 2000, il a réussi à la localiser à nouveau. En 2009, il a amené des scientifiques à cet endroit. Ils ont découvert que la grotte, appelée Sundong, est la plus grande du monde. Il y a tellement d'espace ici que tu entendras un long écho si tu cries. Le passage principal de Sundong atteint 200 mètres de hauteur à certains endroits, soit plus de la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. La superficie de la grotte est si énorme qu'un pâté de maisons entier de la ville de New York avec des gratte-ciel de 40 étages pourrait y tenir. Sous la jungle vietnamienne, un labyrinthe souterrain profond cache 3 des plus grandes grottes du monde. Et Sundong est le numéro 1 sur cette liste. Le vaste espace intérieur est rempli de plantes variées, de microclimats uniques et de paysages différents. C'est une véritable jungle qui pousse sous terre. Cela a été rendu possible grâce à l'effondrement du plafond à certains endroits. Il laisse la lumière du soleil y pénétrer depuis le haut.
Il y a d'énormes stalactites de 76 mètres de haut sur les plafonds et les murs, ce qui est plus que la longueur d'un Boeing. Elles sont là depuis des centaines de milliers et des millions d'années. Certains dépôts de calcaire ont plus de 450 millions d'années. Cela signifie qu'ils existent depuis l'époque bien antérieure aux dinosaures. En plus de la jungle, il y a aussi de nombreuses rivières dans la grotte. Elles se sont formées à cause de l'eau de pluie qui descendait des trous dans le plafond. Ces rivières sont lisses et rapides, comme des toboggans dans un parc aquatique. Mais les chevaucher n'est pas la meilleure idée, car elles peuvent t'entraîner dans l'un de ces longs labyrinthes dont la grotte est remplie. Et on ne sait toujours pas où ils vont. Tu peux te retrouver dans une autre partie inconnue de la grotte. C'est ce qui s'est passé en 2018. 3 plongeurs ont accidentellement découvert de nouvelles zones à Sundong. La grotte s'est avérée être beaucoup plus grande que tout le monde le pensait. Ils ont plongé dans l'un des lacs de la grotte et ont atteint une profondeur de 78 mètres. Au fond, ils ont trouvé un tunnel indépendant. Les plongeurs ont installé une ligne de pêche avec un plomb et ont découvert que cet endroit atteignait une profondeur de 120 mètres et que le tunnel faisait plus d'1 kilomètre de long. Encore aujourd'hui, la taille exacte du tunnel n'est pas connue. Sundong est également relié à une autre énorme grotte. Il y a beaucoup d'autres choses que tu peux voir à Sundong en plus des labyrinthes et des rivières souterraines. Tu peux trouver des grandes salles avec des lacs et tu peux marcher pendant des heures le long des couloirs sombres de la montagne. Cet endroit est d'une beauté saisissante, mais aussi dangereux. Mais oui, le plus chouette, c'est que tu peux t'y promener. Depuis 2013, la grotte de Sundong est ouverte aux touristes. Mais il ne s'agit pas d'une simple petite balade pour prendre des selfies. L'expédition dans la grotte dure plusieurs jours. Pendant le premier jour et demi, tu exploreras la 3e plus grande grotte du monde. Et seulement après cela, tu atteindras Sundong. Le chemin te fera traverser des rivières, des forêts denses, des montagnes et des rochers. Tu pourras rencontrer de nombreux oiseaux exotiques, des singes et d'autres animaux. Et selon de nombreuses personnes, le chemin vers la grotte est encore plus impressionnant que la grotte elle-même. Une fois arrivé à destination, tu passeras les quelques jours suivants à explorer Sundong. Avec d'autres touristes, des guides professionnels et des porteurs, tu dormiras chaque jour dans des tentes à différents endroits de la grotte. Tu verras des paysages époustouflants et, prépare-toi, des fossiles majestueux vieux de 400 millions d'années. Il y a aussi des salles obscures avec des lacs dans lesquels on peut se baigner. Ces expéditions aventureuses deviennent de plus en plus populaires chaque année. Les personnes qui ont visité la grotte disent que c'est l'endroit le plus étonnant qu'ils aient jamais vu. Une autre grotte incroyable se trouve en Indonésie, sur l'île de Flores. Elle est assez petite, mais renferme des choses surprenantes. En 2003, un groupe de scientifiques a découvert ici des artefacts anciens, notamment des fossiles d'outils primitifs, comme des pierres aiguisées. Les scientifiques ont réalisé qu'il y a des centaines de milliers d'années, cet endroit abritait nos lointains ancêtres. Puis, ils ont trouvé un squelette de femme très inhabituel. Cette femme mesurait seulement 1 mètre. C'est la hauteur du tour de poitrine d'une personne adulte moyenne. Cette femme n'avait pourtant aucun problème avec sa colonne vertébrale ou avec le développement de ses os. Ce squelette et d'autres trouvés dans la grotte appartenaient à des ancêtres humains inconnus. Les scientifiques ont appelé cette espèce Homo florentiensis, ou simplement Hobbit. Le poids de la femme était compris entre 16 et 35 kg. L'analyse du crâne et des os a montré qu'elle était âgée d'environ 30 ans. Les Hobbits ont vraisemblablement vécu sur Terre il y a entre 190 000 et 50 000 ans. Il est probable qu'ils aient rencontré les ancêtres des humains actuels. La grotte suivante se trouve en Turquie. Imagine que tu vis dans une vieille maison et que tu décides de faire quelques réparations. Tu vires toutes les vieilles affaires des pièces. Le dernier endroit à trier est ton sous-sol. Tu ne l'as pratiquement jamais visité et tu n'as aucune idée de ce qui se cache là. Mais comme il est assez spacieux, tu décides d'en faire une pièce. Tu détruis un mur et tu découvres l'entrée de la grotte. C'est un tunnel qui mène sous terre. Tu traverses la grotte et tu vois une véritable ville souterraine. Ceci est arrivé en Turquie en 1963. Un habitant a découvert un passage secret vers une cité perdue dans sa cave. Environ 20 000 personnes pouvaient y vivre. Il y avait assez d'espace pour du bétail et des réserves de nourriture. Ce n'est pas seulement un labyrinthe de tunnels. Il y a une chapelle, une école, des écuries, des cuisines, des murs et d'autres signes de civilisation. La ville a été construite à l'époque byzantine dans les années 780-1180.
Elle n'est pas la seule et est reliée à de nombreux tunnels et villes souterraines qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Terminons notre voyage dans la grotte la plus étrange et la plus effrayante. Nous allons au sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu peux trouver un trou. C'est un tunnel qui mène profondément sous terre. L'air à l'intérieur de la grotte a des niveaux élevés de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de carbone. Dans des conditions normales, l'air que nous respirons contient environ 20% d'oxygène, mais il n'y en a que 10% ici. Tu ne pourras pas respirer librement sans une bouteille d'oxygène. L'eau et l'air ici sont empoisonnés. Presque aucun animal n'est capable de vivre dans ces conditions. Du moins, ceux que nous connaissons. Et cette grotte est remplie de 48 espèces d'organismes vivants, dont 33 sont de nouvelles espèces inconnues. Les choses rampantes qui vivent ici peuvent t'effrayer, surtout si tu as peur des insectes. D'étranges escargots blancs et des araignées blanches rampent le long des parois. Une espèce inconnue de sangsues et de crevettes transparentes nage dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches rampent sur le sol. Ici, tu peux aussi rencontrer une espèce inconnue de scorpion avec un corps blanc transparent qui ne ressemble à aucune autre espèce de scorpion. Rien ici ressemble à des animaux normaux. Toutes les créatures de la grotte sont blanches ou transparentes. Elles n'ont pas d'yeux, mais elles ont de longues pattes et des antennes, des moustaches qui les aident à se déplacer dans l'espace. Les plantes ne peuvent pas vivre ici sans lumière du soleil et sans air pur. Cela signifie que la production d'oxygène est nulle dans cet endroit. Alors, comment ces créatures ont-elles réussi à survivre? La réponse est dans l'eau. La surface du lac et des flaques d'eau ici est couverte d'une mousse qui bouge étrangement. Cette substance est un organisme vivant. Elle est constituée d'1 milliard de bactéries appelées autotrophes. Les plantes ordinaires absorbent le dioxyde de carbone et utilisent la photosynthèse pour produire de l'oxygène. Cette grotte est remplie de dioxyde de carbone. Les autotrophes l'absorbent et sécrètent de minuscules particules de nourriture. Les bactéries se nourrissent de ces particules. Des organismes plus grands se nourrissent ensuite de ces bactéries. Et ainsi de suite. Au final, il y a assez de nourriture pour tout le monde. Ce processus s'appelle la chimiosynthèse. C'est comme la photosynthèse, mais on utilise l'eau au lieu de la lumière du soleil dans les réactions chimiques. Dans cette grotte, l'évolution a créé un système biologique complètement unique, distinct du reste du monde. Quelque chose d'intéressant s'est récemment produit dans le Dakota du Sud. C'était partout sur Internet, donc tu en as peut-être entendu parler. En juillet 2022, le ciel de cet État est soudainement devenu vert. Que s'est-il passé exactement? Est-ce que ça a été causé par les humains ou par la nature? Découvrons-le. Mardi 5 juillet 2022. Peu après une forte tempête, le ciel du Dakota du Sud était encore couvert. Les habitants ont fini par sortir de chez eux et ont vu que le ciel avait pris une teinte vert foncé intense. Ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Ils ont dit qu'ils avaient l'impression d'être dans un film de science-fiction. Sans surprise, les habitants ont immédiatement commencé à diffuser la nouvelle sur tous les réseaux sociaux. Ils ont partagé leurs magnifiques mais étranges photos sur Twitter. Elles montraient le ciel au-dessus de Sioux Falls et de quelques autres villes. Même si cela peut ressembler à quelque chose de surnaturel, ce n'est pas du tout un phénomène terrifiant. C'est un simple jeu entre la lumière et l'atmosphère. Mais un tel phénomène arrive assez rarement et signifie généralement que du très mauvais temps approche. Et c'était le cas dans le Dakota du Sud. Juste avant que les gens ne commencent à partager leurs photos, une tempête a balayé la ville de Sioux Falls. Cela a été confirmé par le service météorologique américain. Cet ouragan était terrible. La vitesse du vent était d'environ 160 km/h. Selon l'échelle de Beaufort, mesurant la vitesse des vents, il s'agit de la tempête la plus rapide et la plus destructrice. Il n'y a que 12 niveaux sur cette échelle, et si la vitesse du vent dépasse 117 km/h, c'est qu'on a atteint le niveau maximal. Pourquoi ça n'a pas fait la une des journaux? Parce que c'est plutôt habituel dans cette région. Les orages se produisent très souvent aux États-Unis, surtout pendant les mois les plus chauds. Et un orage sur 10 peut devenir quelque chose de plus sérieux comme une tornade. Celui-ci n'était pas une exception. Il s'agissait du fameux derecho. Le derecho est très répandu et de longue durée. Il s'agit en fait de la combinaison d'un groupe d'orages violents se déplaçant rapidement et de pluies diluviennes.
Les gens disent souvent qu'un derecho est aussi fort qu'une tornade. Pourtant, il y a une différence entre les deux. Une tornade est un vortex, une colonne d'air en rotation. Son diamètre est d'environ 150 mètres, bien qu'il puisse atteindre jusqu'à 4 km. Et dans ce cas, il vaut mieux être loin. Mais le point principal est que les tornades tournent. Le vent se déplace très rapidement et de façon circulaire autour d'un centre invisible. Un derecho est un orage fort ou un système d'orage fort avec des vents en ligne droite. En d'autres termes, il ne tourne pas. Au lieu de cela, le derecho choisit un point quelque part et y court simplement, comme un marathonien très motivé. Si on compare un derecho à une tornade ordinaire, cette dernière a 6 niveaux de force, de 65 à 600 km/h, tandis qu'un derecho est un peu comme une petite tornade de niveau moyen 1 ou 2. Habituellement, sa vitesse est comprise entre 115 et 180 km/h. Et dans les deux cas, ils peuvent être accompagnés d'orages violents, d'éclairs et de pluie. Mais ce sont tout de même des phénomènes différents. Une tempête devient un derecho si la traînée de dégâts qu'elle laisse dépasse 385 km de distance et si la vitesse du vent est d'au moins 95 km/h. Il est assez difficile à prévoir. Il peut se former même par temps clair lorsque les météorologues ne prévoient pas de tempête. Et puis les vents apparaissent soudainement. C'est tellement surprenant qu'ils peuvent même sembler explosifs. Mais le service météorologique national essaie d'avertir les habitants au moins une demi-heure ou une heure avant que cela ne se produise, afin qu'ils aient le temps de se préparer et de se mettre à l'abri. Ce n'était pas différent cette fois-ci. La tempête a balayé presque tout le Dakota du Sud, ainsi que les États voisins du Minnesota et de l'Iowa. Les conséquences ont été assez sérieuses. Plus de 30 000 personnes se sont retrouvées sans électricité. Heureusement, personne n'a été blessé, notamment parce que les habitants sont plutôt habitués au derecho. Cependant, le ciel vert est quelque chose de différent. C'est devenu un spectacle très inhabituel pour les habitants. Tout le monde se demandait pourquoi cela arrivait. Était-ce un mauvais présage ou un phénomène météorologique normal ? Pour être tout à fait honnête, les scientifiques n'ont pas d'explication exacte. Mais bien qu'il n'y ait que des hypothèses, elles semblent plutôt convaincantes. Un ciel vert est un phénomène très rare. La plupart des scientifiques pensent que cela se produit lorsqu'une puissante tempête s'approche de la région avant le coucher ou le lever du soleil. Le ciel devient alors vert dans la zone. Le météorologue de NBC, Bill Karins, qui a lui-même été confronté à un événement similaire, suggère que le ciel vert est apparu à cause de l'énorme grêle qui a précédé la tempête. Tout d'abord, parlons de la raison pour laquelle le ciel est généralement bleu, ou toute autre nuance selon son humeur. Le soleil transporte simultanément tous les rayons du spectre des couleurs. Il peut nous sembler blanc, mais il possède en fait toutes les couleurs en même temps. Cependant, ces ondes de couleurs ont toutes des longueurs différentes. Par exemple, les rayons bleus sont plus courts que les autres. Ils traversent mieux les molécules d'air que les ondes rouges, si bien qu'ils nous atteignent plus rapidement. C'est pourquoi par temps clair, le ciel semble bleu. À l'inverse, les ondes de couleur rouge et orange sont très longues et se déplacent plus lentement. Elles sont donc généralement laissées derrière. Mais lorsque le soleil passe sous l'horizon ou se lève, la direction des rayons change et ces ondes nous atteignent mieux. Tout cela signifie que même si les levées et couchers de soleil nous semblent rouges et oranges, il y a en réalité toujours des ondes bleues et vertes. Mais elles doivent rebondir sur quelque chose pour nous atteindre plus rapidement et devenir plus fortes que les rayons rouges. Tu as compris où on veut en venir. C'est là que l'eau entre en jeu. Les nuages sont constitués de gouttelettes d'eau. Lorsqu'elles deviennent suffisamment grosses, mais ne tombent pas encore, par exemple à cause de vents forts, elles affectent le comportement de la lumière dans le ciel. Les tempêtes violentes sont principalement composées d'eau et de grêle. Or, c'est l'eau qui reflète le mieux les rayons bleus et verts. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'eau des rivières et des lacs nous semble bleu-vert, alors qu'en réalité, elle est transparente.
Il y a donc quelques facteurs clés qui font en sorte que le ciel peut devenir vert. Tout d'abord, le soleil doit être au niveau de l'horizon. Un autre facteur est que même si les nuages d'orage approchent, ils ne doivent pas couvrir complètement le ciel. Il doit encore y avoir un peu de place pour les rayons du soleil. Ensuite, des rayons bleus à peine perceptibles se dirigent vers les nuages d'orage, mais ils sont repoussés par les gouttelettes d'eau et la grêle. En se mélangeant avec le coucher de soleil rouge, ils se transforment en une lumière verte brillante. Et cette lumière verte se répand dans tout le ciel. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, lorsque le ciel devient vert, les gens ne peuvent le voir que le soir. Cela peut éventuellement se produire en milieu de journée, mais c'est très rare, étant donné que les conditions sont très spécifiques. Quoi qu'il en soit, si tu vois un ciel vert, pas de panique. Cela ne signifie pas forcément qu'une terrible tempête est en approche. La probabilité est élevée, mais ce n'est pas une règle absolue. Il peut simplement s'agir d'une forte pluie ou d'une forte grêle. En d'autres termes, si tu vois un ciel vert, tu ferais mieux de te mettre à l'abri et de mettre ta voiture à l'abri. Mais si tu as la chance de pouvoir admirer un magnifique ciel vert depuis le confort de chez toi, profites-en. Car tu auras eu la chance de vivre quelque chose de très rare. Certaines personnes ont dit que c'était la chose la plus incroyable qu'elles aient jamais vue. La Lune, notre fidèle ami. Notre seul compagnon dans ce grand espace sombre et froid. Ce n'est pas surprenant que tous les événements qui lui sont associés, comme les éclipses solaires ou lunaires, nous passionnent. Mais qu'en est-il de la Lune noire, la Lune bleue, la super Lune? En as-tu déjà entendu parler? Eh bien, laisse-moi tout te dire et t'expliquer comment tu peux les observer. Prépare tes calendriers. La distance entre la Terre et la Lune est de 384 472 km. Oui, j'ai mesuré. Ça ne semble pas si loin, n'est-ce pas? Mais crois-moi, la plupart des gens sous-estiment grandement cette distance. Savais-tu que toutes les planètes du système solaire, y compris Jupiter et Saturne, pourraient tenir entre la Lune et nous? Je n'arrivais pas à le croire moi-même. La Lune est liée à la Terre par sa position. C'est pourquoi elle est toujours tournée vers nous avec un seul côté. Il y a plusieurs phases dans un cycle lunaire. La nouvelle Lune est la première phase. Le Soleil éclaire la face cachée de notre satellite, nous ne pouvons donc pas voir la Lune. Elle est presque invisible dans le ciel. La Lune croissante est la partie claire qui grandit progressivement. La pleine Lune est la phase pendant laquelle le Soleil illumine complètement la face visible. La Lune descendante est un déclin progressif de la partie lumineuse. Et enfin arrive une autre nouvelle Lune. Et le cycle entier recommence. Il y a 29,5 jours dans un cycle lunaire. Donc cela prend environ un mois si on fait abstraction du mois de février. Mais pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Pour que tu puisses mieux comprendre la Lune noire. Un événement astronomique rare qui se produit une fois tous les 29 mois, soit 2 ans et demi. Ce terme n'existe pas en astronomie. Il a été inventé par les astrologues. Il n'est pas officiel et a plusieurs significations. La Lune noire peut signifier la deuxième nouvelle Lune dans un mois. Habituellement, il n'y a qu'une seule nouvelle Lune par mois, en avoir deux est donc un phénomène rare. Cela est dû à un léger décalage entre le cycle lunaire et le cycle annuel de la Terre. Un peu comme les années bissextiles. Lune noire peut aussi vouloir dire autre chose. Par exemple, habituellement, il n'y a que 3 nouvelles lunes par saison. En gros, une nouvelle lune toutes les 30 jours. Cependant, s'il y en a 4, la lune noire signifie la 3e. Il existe également des significations moins populaires. Par exemple, c'est ainsi que les gens appellent le mois de février quand il n'y a pas de nouvelle lune ou de pleine lune. Cela se produit environ une fois tous les 19 ans. Mais qu'est-ce que cela a de si spécial? Le satellite est entièrement caché dans le ciel pendant une nouvelle lune normale. Mais pendant une lune noire, tu pourras voir sa silhouette sombre. Tu devras choisir un bon endroit sans lumière de la ville. Si tu habites dans une grande ville, tu auras du mal à la voir sans télescope. De plus, comme le ciel devient noir durant ce phénomène, tu pourras voir différentes constellations qui étaient cachées auparavant, ainsi que Jupiter et Vénus. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était le 30 avril 2022. Tu pouvais l'observer dans la plupart des régions des États-Unis, à l'exception des zones de l'heure du Pacifique, de l'Alaska ou d'Hawaï, à Aloha. Oui, malheureusement, si c'est la première fois que tu entends parler de la Lune noire, tu l'as déjà raté. Tu devras maintenant attendre encore 2 ans et demi. La prochaine Lune noire aura lieu en septembre 2024 selon la méthode standard et le 19 mai 2023 selon la méthode saisonnière. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras toujours voir un autre événement astronomique. Il était une fois une lune bleue. Je ne me moque pas de toi,
je suis sérieux. Tu peux toujours voir la lune bleue. Enfin, pas littéralement, bien sûr. La lune ne devient pas bleue. C'est juste ce que les astrologues appellent la deuxième pleine lune en un mois. Les lunes noires et bleues sont similaires par définition, mais elles sont en fait opposées. Si la lune noire est une deuxième nouvelle lune rare dans un mois, la lune bleue est une deuxième pleine lune rare. Elles se produisent aussi toutes les deux tous les 29 mois. Pas si rare, n'est-ce pas ? Il est assez ironique que cet événement soit nommé la lune bleue. Le folkloriste Philip Hiscock suppose que le terme lune bleue, dans sa version calendaire, a été inventé par l'Almanach des fermiers du Maine en 1937. Un autre événement astronomique intéressant s'appelle la superlune. Fais le plein de télescopes et cherche des collines, car tu verras une lune exceptionnellement brillante et grande, comme celle que l'on voit seulement dans les films. Que signifie exactement une superlune ? Tu vois, la Lune ne tourne pas autour de la Terre dans une orbite circulaire. Son orbite est elliptique, et l'endroit où elle est le plus proche de la Terre est appelé périgée. Une superlune est un phénomène qui se produit lorsque la pleine lune coïncide avec le périgée. Pour cette raison, elle nous semble particulièrement grande et brillante. Son diamètre est 14% plus grand, et elle est 30% plus brillante que d'habitude. À ce propos, ce phénomène est souvent confondu avec l'illusion lunaire. Pendant l'illusion lunaire, la Lune est basse au-dessus de l'horizon et paraît visuellement plus grosse. Sur les 12 ou 13 pleines lunes annuelles, 3 ou 4 sont des superlunes. Mais la plupart d'entre elles ne sont pas très significatives. Tu ne verras probablement pas de différence du tout. Les plus intéressantes sont les grandes et rares superlunes. Pendant celles-ci, la Lune devient réellement grande. La dernière grande superlune s'est produite en 2016. Malheureusement, les superlunes de grande envergure sont rares et se produisent environ une fois tous les 18 ans. La prochaine se produira seulement en 2034, mais nous pouvons observer des superlunes plus petites assez fréquemment. En 2022, elles auront lieu le 14 juin et le 16 juillet. Il existe aussi un phénomène opposé appelé microlune. Tu as probablement déjà deviné ce que cela signifie. Il se produit lorsque la pleine lune est à son point le plus éloigné de la Terre. Ce point est appelé apogée. La prochaine microlune, en 2022, a eu lieu le 29 juin. En 2023, nous pourrons l'observer le 7 janvier, le 5 février et le 16 août. Bien sûr, tu n'es pas obligé de suivre chacun de ces événements. La plupart des gens sont plus intéressés par des éclipses lunaires et solaires. D'ailleurs, fais-tu partie des personnes qui confondent ces deux événements ? Fais le test. Mets cette vidéo en pause. Décris ce que signifient ces deux éclipses. Comparons ta réponse avec la définition correcte. Tu es de retour ? Ok. Donc, une éclipse solaire est un phénomène où la Lune recouvre entièrement ou partiellement le Soleil. Une éclipse solaire est possible uniquement pendant la nouvelle Lune, lorsque la Lune elle-même n'est pas visible. Beaucoup de gens pensent que cet événement est incroyablement rare, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Une éclipse lunaire est un phénomène au cours duquel la Lune se trouve complètement ou partiellement dans l'ombre projetée par la Terre. L'éclipse lunaire peut seulement se produire pendant la pleine Lune, lorsque la Lune se trouve à proximité du nœud de son orbite. Si tu as deviné, bravo! Sinon, ne t'inquiète pas. Beaucoup de gens les confondent. En 2022, une éclipse solaire partielle aura lieu le 25 octobre. Elle sera visible en Europe, en Asie du Sud et de l'Ouest, en Afrique du Nord et de l'Est, et dans l'Atlantique. Comme je l'ai mentionné, une éclipse solaire totale n'est pas aussi rare que beaucoup de gens le pensent, mais le problème est qu'elle n'est pas toujours visible depuis n'importe quelle partie de la planète. Donc si tu veux voir cet événement, assure-toi de consulter le calendrier et de voir depuis quelle partie de la Terre tu pourras le voir. Et n'oublie pas des lunettes spéciales. Les éclipses lunaires sont cependant beaucoup plus fréquentes. Les éclipses lunaires partielles se produisent presque tous les mois, mais une éclipse lunaire totale aura lieu en 2022, dans la nuit du 7 au 8 novembre. Tu pourras la voir dans presque toutes les régions du monde, sauf en Afrique. J'ai entendu dire que les zèbres étaient carrément dégoûtés. La Lune est un satellite vraiment fascinant. Tu penses que c'est juste une petite boule de roche. Mais en réalité, il y a tellement d'événements intéressants qui lui sont liés. Quels événements lunaires rares as-tu vus ou veux-tu voir dans ta vie ? As-tu observé des événements astronomiques rares et fascinants ? N'hésite pas à les partager dans les commentaires. Lorsqu'un éclair illumine le ciel, il libère quelques 300 millions de volts, soit l'équivalent de la tension combinée de 25 millions de batteries automobiles. Certains disent que vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre au cours de votre vie que de remporter la loterie. Et les statistiques semblent prouver cet adage, car chaque année, environ 28 habitants des États-Unis se font effectivement électrocuter par les cieux.
Nos infrastructures peuvent également être affectées par la foudre. C'est parce qu'elle se focalise généralement sur les structures les plus élevées des alentours. Mais dans certaines conditions, elle peut également s'abattre en plein champ. Les scientifiques se sont donc réunis pour imaginer une sorte de paratonnerre laser qui pourrait y remédier. Cette invention unique pourrait rendre les orages électriques un peu plus supportables, car elle est en mesure de protéger une zone beaucoup plus grande qu'un paratonnerre ordinaire. Et elle est très flexible. Les paratonnerres classiques fonctionnent comme des aimants pour cette puissante charge électrique. Ce sont de hauts dispositifs métalliques, généralement placés au sommet des bâtiments. Lorsqu'une tempête approche, cette tige offre un chemin facile à suivre pour la foudre, l'empêchant de frapper d'autres parties de la structure. Le paratonnerre est également relié au sol par un fil conducteur qui aide le courant électrique à se décharger en toute sécurité dans le sol. Ce dispositif protège le bâtiment et tous les gens qui s'y trouvent en redirigeant l'énergie électrique ailleurs. Nous n'employons des paratonnerres que depuis les 300 dernières années, suivant l'expérience de Benjamin Franklin. Mais ils ne sont pas indestructibles. Lorsqu'il s'agit de protéger de vastes espaces, comme les aéroports, ils demeurent insuffisants. C'est parce qu'ils ne peuvent couvrir qu'une zone proportionnelle à leur hauteur. Voici en quoi ce nouveau paratonnerre amélioré pourrait nous être utile. Lorsque le laser frappe le ciel, il laisse derrière lui une traînée d'air surchauffé que l'on appelle plasma. De la même manière qu'un sculpteur trace des sillons dans l'argile, le laser crée des canaux dans l'air. Ces canaux deviennent alors le nouvel itinéraire privilégié par la foudre, la guidant jusqu'au sol. Cette nouvelle méthode a été testée dans les Alpes suisses en 2021 et les résultats semblaient pour le moins prometteurs. Ces lasers comportant néanmoins leurs propres inconvénients. Ils ne sont pas toujours disponibles et nécessitent une certaine préparation. C'est parce qu'ils doivent être activés avant que l'éclair ne frappe. Si vous vous y prenez une seconde trop tard, c'est raté. De plus, une fois que le laser s'interrompt, l'air perd rapidement sa conductivité. Cela signifie que ce paratonnerre laser pourrait ne pas avoir assez de puissance pour guider l'éclair en toute sécurité. Une solution pourrait être de mesurer les champs électriques autour d'une certaine zone, dans le but de prédire où la foudre pourrait frapper. Toutefois, ces nouveaux paratonnerres ont encore besoin d'être testés et généreusement financés. L'Agence spatiale européenne a découvert une autre façon d'exploiter la technologie laser, transformer la poussière lunaire en route. Nous pourrions faciliter considérablement nos futures missions d'exploration lunaire si un faisceau laser pouvait accomplir ces travaux difficiles, permettant aux astronautes de rouler autour de la Lune. Cette découverte pourrait également aider à résoudre un autre problème, la poussière lunaire qui s'accroche à tout ce qu'elle touche. Ces routes lunaires peuvent sembler un défi insurmontable pour l'instant, puisque nous n'avons pas visité notre satellite depuis 1972. Mais lorsque les futurs astronautes alluniront à nouveau, ils ne comptent pas simplement se promener sur de petites distances. Il sera alors utile de leur permettre d'être motorisés. Ainsi, ils pourront explorer de plus grandes zones. Le problème est que cette maudite poussière lunaire est extrêmement fine, abrasive et collante. Au cours des missions Apollo, elle a obstrué l'équipement, érodé les combinaisons spatiales et même causé la surchauffe d'un rover. C'est pourquoi les scientifiques tentent de bombarder une poussière lunaire simulée au moyen de lasers. Ce projet a employé un laser de 12 kW pour faire fondre de la fausse poussière de Lune en une surface solide et vitreuse. Parfaite pour les routes lunaires. Le plan n'est pas d'envoyer un énorme laser sur la Lune. Ce dispositif que l'on teste ici sur Terre est comme un substitut pour le Soleil, reproduisant ce que l'ensoleillement lunaire pourrait accomplir. L'idée serait à terme de concentrer la lumière solaire en utilisant une grande lentille à la surface même de la Lune. Certaines expériences ont été conduites jusqu'à présent avec différentes tailles de laser, démontrant qu'un faisceau plus large rendait l'ensemble du processus plus homogène. Au lieu de petits granulés fondus, on a obtenu une couche stable de poussière de Lune vitrifiée sur laquelle il est plus facile de conduire. Il en a résulté un matériau vitreux, légèrement cassant et capable de résister aux forces descendantes. Et même s'il se fissure, il reste réparable. Le faisceau laser a été utilisé pour créer des sections de route en forme de triangle qui s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle et forment des surfaces solides sur le sol lunaire. Si tout se passe comme prévu, nous obtiendrons ainsi des routes lunaires composées de triangles imbriqués. Ce type unique de chaussée lunaire pourrait également offrir une solution au moment de l'alunissage. Les lasers peuvent également servir à collecter des informations sur des civilisations depuis longtemps disparues.
La découverte de cités mayas a toujours été ardue pour les chercheurs qui arpentent la péninsule mexicaine du Yucatan. Pendant des décennies, les experts ont estimé qu'aucune civilisation ancienne n'aurait pu prospérer dans cet environnement difficile. Cependant, des avancées technologiques telles que la télémétrie par la lumière et le scanner au laser nous montrent que CE pourrait ne pas être le CA. La technologie LIDAR peut venir en aide aux archéologues, en particulier dans les zones difficiles d'accès. C'est comme si nous équipions nos ordinateurs d'une paire d'yeux. Le système tout entier fonctionne comme une lampe torche, qui envoie de petits faisceaux lumineux sous forme de pulsations laser. Ces faisceaux rebondissent sur des objets tels que les arbres et les bâtiments pour finalement revenir au point d'émission. Le LIDAR mesure combien de temps il faut à la lumière pour revenir, dressant ainsi une carte des environs. Lorsqu'une voiture autonome ou un robot veut savoir où il se trouve, il a recours au LIDAR pour envoyer ses faisceaux lumineux. En déterminant combien de temps ils mettent à revenir et où ils frappent, la voiture ou le robot est en mesure de comprendre ce qui l'entoure, ce qui lui permet de se déplacer dans la nuit ou le brouillard sans heurter quoi que ce soit. Et c'est grâce à cette technique qu'une équipe de recherche a découvert l'immense cité maya d'Ocumtún. La technologie LIDAR a aidé les chercheurs à cartographier le sol de la jungle, révélant des structures cachées. Cependant, quelqu'un devait encore confirmer toutes ces découvertes à pied, mais le voyage vers Ocumtún n'était pas particulièrement difficile. La région, assez éloignée de l'aéroport le plus proche, est essentiellement inexplorée et accessible seulement par d'anciens itinéraires de chasse et de coupe forestière. Le terrain dense a rendu l'expédition difficile, obligeant l'équipe à consacrer jusqu'à 2 semaines pour couvrir à peine 50 km. Mais l'effort a porté ses fruits, révélant des structures monumentales comme une grande acropole et des formes intrigantes, laissant deviner un marché ou un temple. Le LIDAR est également embarqué à bord des astromobiles que nous utilisons pour explorer d'autres planètes. Cela permet aux robots que nous envoyons là-bas de se repérer dans leur environnement sans directives humaines. Cette technique nous aide également à déterminer le meilleur emplacement pour nos panneaux solaires, ce qui rend la satisfaction de nos besoins en énergie plus rapide et moins coûteuse. Nous pourrions également être en mesure d'utiliser les lasers pour prédire comment un volcan va se comporter. Ces structures sont chargées de magma, la roche en fusion qui s'infiltre vers le haut à partir des entrailles de la Terre. Lorsqu'un volcan fait éruption, une réaction chimique se produit, transformant le magma en CE que nous appelons de la lave. Les spécialistes à l'origine de cette nouvelle utilisation du laser considèrent le magma comme le codage informatique des volcans. Il révèle des informations sur la manière dont un volcan pourrait entrer en éruption. C'est parce que toutes les éruptions ne produisent pas de lave. Et même si c'était le CA, il en existe différents types distingués par leur fluidité. Le magma est comme un mélange de liquide, de gaz et de cristaux qui s'agitent à l'intérieur du volcan. De nombreux éléments entrent en jeu avant une éruption volcanique. Il est donc difficile d'étudier et de comprendre cette chimie complexe. Pour s'y retrouver un peu mieux, les scientifiques bombardent le magma refroidi, la matrice rocheuse, au moyen d'un laser, tout comme ceux que l'on utilise parfois en chirurgie oculaire. Cela rend les composants chimiques plus faciles à étudier. Cette dernière méthode au laser a été utilisée sur des échantillons provenant d'une éruption de 2021 qui s'est prolongée sur 85 jours. Elle a recouvert plus de 10 km², crachant des tonnes de lave qui ont détruit plus de 1000 habitations et forcé plus de 7000 personnes à évacuer. Pour éviter que de tels événements ne se reproduisent, les scientifiques ont besoin de plus de données. Il est vrai que les tremblements de terre et les glissements de terrain aident les spécialistes à prévoir comment un volcan pourrait se comporter. Mais en apprendre un peu plus sur sa chimie peut s'avérer d'autant plus utile.